Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Depuis quelques années, la militarisation de l'espace devient un sujet central. Les armées créent des commandements dédiés à ce milieu, les tests d'armes anti-satellites se multiplient et les satellites eux-mêmes se dotent de moyens d'autodéfense et de contre-mesures. La même logique avait déjà été observée durant la guerre froide. Une bonne partie des tout premiers satellites lancés avaient une vocation militaire. Soviétiques et américains ont étudié la possibilité de déployer des armes de destruction massive dans l'espace avant de renoncer face aux perspectives ouvertes. Un renversement de l'équilibre de la terreur qui aurait pu plonger le monde entier dans la destruction. Encore aujourd'hui, le traité de l'espace, ratifié à la fin des années 60, interdit une bonne partie des usages militaires en dehors de l'atmosphère. Il interdit notamment le déploiement d'armes nucléaires ou de toute autre arme de destruction massive en orbite terrestre. Bombes et missiles restent les seuls vecteurs nucléaires autorisés, ce qui permet aux grandes puissances de voir venir une éventuelle frappe adverse. Les armes nucléaires ne sont cependant pas les seules armes de destruction massive. L'accès à l'espace ouvre en théorie la porte à des armes d'un nouveau genre, capables de rayer des villes entières de la carte sans émettre la moindre radiation. Des armes parfaites sur le plan stratégique et potentiellement dévastatrices pour le genre humain. Surnommées les piliers de Dieu, ces armes heureusement encore théoriques ont sérieusement été étudiées par les États-Unis au cours de la guerre froide. Qu'est-ce qui peut causer une extinction de masse ? La plus connue d'entre elles est certainement celle du Crétacé-Paléogène, celle qui a mis fin au règne des dinosaures. On est presque certain aujourd'hui qu'elle est due à l'impact d'une météorite géante d'au moins 10 km de diamètre. Elle a délivré l'équivalent énergétique de plusieurs centaines de milliards de fois la bombe d'Hiroshima. Son onde de choc a traversé toute la Terre et a chauffé une bonne partie de l'atmosphère à des centaines de degrés Celsius. Les animaux qui ne sont pas morts sur le coup ont dû faire face à des conditions climatiques extrêmes pendant des milliers d'années. La moitié des espèces de la Terre ont disparu à ce moment, une destruction inimaginable déclenchée par une masse qui frappe la Terre à grande vitesse. En accédant à l'orbite à la fin des années 50, des états-majors ont commencé à se dire que ces masses qui frappent la Terre pourraient tout aussi bien être artificielles et que leur point de chute pourrait être contrôlé. C'est ainsi qu'est né le concept du bombardement cinétique. E égale 1/2 de mv carré. Si vous avez fait un petit peu de physique classique, vous avez forcément croisé cette équation. Elle nous dit que l'énergie cinétique d'un objet augmente avec sa masse et surtout avec sa vitesse. Si vous multipliez par 2 la masse d'un objet, vous augmenterez son énergie cinétique par 2. Mais si vous multipliez par 2 sa vitesse, vous augmenterez son énergie cinétique par 4. Autrement dit, les projectiles très rapides sont souvent plus dangereux que les projectiles très lourds. Mieux vaut attraper un ballon de basket de 600 grammes à 20 km/h que tenter d'arrêter une balle de pistolet 100 fois plus légère mais 100 fois plus rapide. Pour les armées, concevoir des projectiles aussi rapides que possible est la garantie de pouvoir délivrer une énergie considérable à l'impact. Seulement, il n'est pas simple d'aller très vite dans la basse atmosphère. L'air présente une résistance trop grande. On voit aujourd'hui à quel point il est difficile de mettre au point des armes hypersoniques qui peuvent voyager au moins à 5 fois la vitesse du son. Une fois sorti de l'atmosphère, cette limite n'existe plus. Pour se mettre en orbite autour de la Terre, il faut pouvoir accélérer jusqu'à 28 000 km/h. Une vitesse absolument impensable au niveau du sol. À vitesse orbitale, le moindre petit boulon devient une arme redoutable. C'est d'ailleurs une des craintes principales quant aux débris orbitaux. Même minuscules, ils peuvent détruire un satellite ou mettre en danger une station spatiale, s'ils voyagent assez vite par rapport à elle. Le concept du bombardement cinétique concerne cependant la Terre. Il imagine de faire chuter depuis l'orbite des masses plus ou moins grandes. En calculant bien la phase de rentrée dans l'atmosphère, il doit être possible de toucher un point précis. Le projectile aura maintenu une vitesse considérable au cours de sa longue chute. Il heurtera donc le sol en délivrant énormément d'énergie, devenant ainsi une arme potentielle. Le concept a été exploré aux États-Unis dans les années 50 par l'ingénieur Jerry Pournelle, qui travaillait alors chez Boeing. Il a imaginé comment le système pourrait fonctionner dans les grandes lignes en lui donnant le nom de projet Thor. L'idée est restée dans les limbes mais a été régulièrement ressuscitée.
Au début des années 2000, l'US Air Force a repris une étude assez poussée qui nous donne un bon aperçu de ce à quoi cette arme pourrait ressembler. Les projectiles en question auraient la forme d'un poteau ou d'une colonne, éventuellement dotés de petites ailettes pour aider au contrôle dans l'atmosphère. Ils ne contiendraient ni tête nucléaire ni explosif d'aucune sorte, mais seraient constitués d'un bloc de tungstène massif de 6 à 8 mètres de long et de 30 cm de diamètre. Le tout aurait une masse d'une grosse dizaine de tonnes. Le tungstène est à la fois un matériau très dense et avec une température de fusion très élevée. Il pourrait donc être assez compact pour une masse donnée et résiste plutôt bien aux hautes températures d'une rentrée atmosphérique. Un tel dispositif entrerait en effet dans l'atmosphère à environ Mach 25 et serait malgré son profil très élancé fortement ralenti. Il frapperait donc la surface à environ Mach 10, soit 12 300 km/h. 10 tonnes à Mach 10, cela reste cependant suffisant pour faire des dégâts monstrueux. Dans son étude du début des années 2000, l'US Air Force envisage l'arme comme un bunker buster, un dispositif pouvant pénétrer des dizaines de mètres de roches et de béton pour détruire un bunker. Elle note toutefois que l'énergie délivrée en ferait l'équivalent d'une petite arme nucléaire tactique. Et oui, 10 tonnes à Mach 10, c'est 60 milliards de joules. Au-delà de l'effet de pénétration, le choc serait donc accompagné d'une explosion destructrice, sans que celle-ci ne soit accompagnée de radiation. Un dispositif parfait pour rayer une petite ville de la carte sans retombée irréversible pour la planète. Le cas de figure n'étant par ailleurs pas considéré par le traité de l'espace, il aurait effectivement pu être mis en place. Il y a heureusement aujourd'hui aucun pilier de Dieu, comme on les appelle, qui attend son heure en orbite. La raison en est assez simple. Un tel dispositif aurait coûté à l'heure de la guerre froide une somme si importante qu'elle aurait plutôt entraîné la défaite de son opérateur par ruine budgétaire. Au coût moyen d'un lancement jusqu'au milieu des années 2000, un unique pilier aurait coûté 250 millions de dollars pour sa mise en orbite. Pour que le dispositif soit efficace, il aurait fallu mettre en orbite des dizaines de satellites, eux-mêmes équipés de dizaines d'armes cinétiques. Cela aurait permis de couvrir n'importe quel point du globe, avec un délai de quelques dizaines de minutes entre la décision et la frappe au sol. La facture se serait en revanche comptée en centaines de milliards de dollars au minimum, coût de développement compris. Diplomatiquement, une telle capacité aurait aussi très certainement bouleversé l'ordre mondial, entraînant de vives protestations, voire le développement de capacités similaires. C'est un système d'armement contre lequel il est très difficile de se défendre. Sa masse, sa grande vitesse et son absence de système fragile le rend presque invulnérable à des tentatives d'interception. Il est par ailleurs presque impossible de s'en abriter. Même dans un bunker antinucléaire, à des dizaines de mètres sous terre, n'importe quelle cible resterait atteignable. On aurait donc pu atteindre un point où les grandes puissances auraient eu la possibilité de s'anéantir respectivement, sans pour autant empoisonner la planète, ce qui aurait peut-être rendu plus séduisante et terrifiante la tentation d'appuyer sur le bouton rouge. On peut donc dire ouf, le ciel ne va pas nous tomber sur la tête, du moins pas tout de suite. Avec la baisse progressive des coûts de l'accès à l'orbite, un tel dispositif pourrait finir par redevenir séduisant pour certaines armées. Si un Starship par exemple divise par 10 le coût de l'accès à l'espace, alors déployer ces armes pourrait devenir une affaire beaucoup plus abordable qu'à l'époque de la guerre froide. Comme elles ne sont pas couvertes par le traité de l'espace, théoriquement, rien ne s'y oppose. On pourrait même imaginer la mise au point d'armes beaucoup plus puissantes, car plus lourdes. Si le coût de l'accès à l'espace devient négligeable dans l'équation, des piliers de plusieurs dizaines ou même centaines de tonnes pourraient largement augmenter les dégâts. La science-fiction s'est déjà emparée de l'idée, en la poussant même un peu plus loin. On a vu voilà quelques mois qu'il est possible de dévier l'orbite d'un astéroïde en le frappant à grande vitesse avec une sonde. Techniquement, rien n'empêche de faire l'inverse, dévier un astéroïde pour le précipiter sur une région précise de notre planète. Spoiler, c'est le traitement auquel a le droit la ville de Buenos Aires dans Starship Troopers. Espérons donc qu'on n'en arrivera jamais là. Pour le moment, on est plutôt en train d'essayer de faire l'inverse, c'est-à-dire s'assurer que les satellites ne retombent pas sur les zones habitées lorsqu'ils rentrent dans l'atmosphère. La NASA vient par exemple de commander un remorqueur spatial tout spécialement pour contrôler la rentrée atmosphérique de l'ISS. Et ainsi éviter que ces débris ne retombent sur la tête. Nous voici en tout cas arrivés au bout de ce dossier de l'espace.
N'hésitez pas à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires. On y répondra dans la vidéo qui sortira le dimanche 2 avril à 17h. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau DNDE, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.